Afrique des libertés, je vous salue. Merci de me faire signe si vous parvenez à vous connecter sur ce réseau. Je voudrais, en cette matinée, depuis Bamako au Mali, vous donner quelques nouvelles de mon pays natal, le Cameroun. Ô Cameroun, berceau de mes ancêtres, où l'on annonce l'arrivée dans quelques jours du président de la République française, Emmanuel Macron. Je vous dis bonjour de Bamako et je dis Inis Roma. Et comme d'habitude, je vous invite à partager avec moi le lever du jour sur la capitale malienne. Et bien voilà Bamako, la capitale de l'Afrique, des libertés, sous vos yeux. Là-bas le fleuve Djoliba, le fleuve de l'espérance, sous vos yeux. Bonjour mes amis. Bonjour à tous. Sur le fond du Makossa, de mon ami et frère et doyen bien-aimé, Guillaume Toto, qui chante Ndando. Protégez et partagez massivement cette brève émission matinale. Et à Bamako le matin, vous savez ce que nous buvons, la Double 7, la 7x7. La formule de neutralisation des mercenaires de Wagner. Mes chers amis. Double 7 Energy Drink. Energy Drink. Zéro sucre. C'est la boisson en vogue actuellement à Bamako. La 7x7 qui a permis de neutraliser les 49 Nervis Gugus de Wagner, la compagnie de mercenaires du despote d'Abidjan, qui sera jugé le vendredi 22 juillet par les tribunaux de la République du Mali. Excusez-moi. Oui, allô? Excusez-moi mes amis. Mettons-nous en appétit en écoutant le Makossa de mon pays natal. Que vient chercher le président français Emmanuel Macron au Cameroun? Je me suis levé ce matin avec cette question qui taraude mon âme. Et voici la première émission sur cette visite. J'en délivrerai une, beaucoup plus détaillée, à mon retour en France, en fin de semaine. Alors, protégez et partagez. Protégez et partagez. Allez, au pas du Makossa. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Omboa. N'a pas Toto Guillaume. Qui est le Boussinaire? Abadaba Cameroun. Allez. Debout. 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 Debout l'Afrique. Dansons le Makossa. Ah non, vraiment. 7 x 7 égale 49. Ah, je suis vraiment de très bonne humeur ce matin. J'ai commencé ma journée en mode Makossa. J'ai commencé ma journée malienne en dansant. Ainsi donc, merci à toi Guillaume Toto, mon cher aîné bien-aimé, maître de la tradition, grand esthète musical, dont je parlerai dans des émissions
spécifique bientôt. J'ai voulu commencer cette journée au Mali par une méditation sur une question d'actualité concernant mon pays natal, le Cameroun. Et cette question est: que vient chercher au berceau de nos ancêtres le président de la République française, Emmanuel Macron? Il faut creuser cette question. Il faut creuser cette question et ensuite il faudra y répondre de manière méthodologique, de manière méthodique, de manière suivie, de manière argumentée et documentée. Que vient chercher M. Emmanuel Macron, président de la République française au Cameroun? Je voudrais uniquement consacrer cette première émission sur cette visite à réfléchir sur cette question. D'abord, quand on demande que vient-il chercher, c'est qu'on reconnaît a priori qu'un président de la République française ne se déplace pas en visite officielle vers un pays s'il n'a pas un intérêt à le faire. Au nom d'un principe universel des relations internationales qui dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Quand le président de la République française se déplace, on peut répondre avec certitude au nom des intérêts de la République française qu'il est chargé de défendre, comme tout président de République, comme tout chef d'État. Ce qui veut dire que, pour répondre à la question que vient chercher le président de la République française, Emmanuel Macron, au Cameroun, il faut avoir une conscience précise des intérêts que la France a au Cameroun, ou des intérêts que la France a dans sa relation avec le Cameroun. Ça, c'est le premier point. Si on ne connaît pas objectivement quels sont les intérêts, on ne peut pas savoir, on ne peut pas répondre à la question « Que vient-il chercher ?» À la limite, on risquerait même de répondre à la question « Que vient-il chercher ?» en disant « Il vient en visite touristique, il vient prendre des photos, il vient contempler les belles collines de Yaoundé, il vient contempler les inondations du centre-ville de Yaoundé, il vient contempler la beauté de la savane camerounaise de la région de Ngaoundéré en remontant vers le nord, où il s'en va peut-être se recueillir devant les belles cases royales de notre province, de notre région de l'Ouest, ou alors peut-être qu'il vient contempler l'embouchure du fleuve Vouri à Douala. Il aimerait lui aussi prendre des photos et faire des selfies au pied du mont Cameroun, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on pourrait penser. Il faudrait être naïf pour penser qu'une visite officielle d'un chef d'État quelconque, même pas simplement en français, soit simplement une visite touristique, une visite esthétique, une visite pour le matuvuisme, une visite purement décorative et cosmétique. Non, il faut faire la liste des intérêts qui lient les deux États et qui font que c'est une tradition des chefs de l'État du Cameroun qu'ils ne se sentent légitimes que quand ils sont régulièrement reçus à Paris et que l'un des quarts d'heure de gloire que les chefs d'État camerounais, les deux que nous avons connus, aient jamais eu, c'est de pouvoir marcher sur le tapis rouge qui introduit au palais de l'Élysée. Ce n'est que là qu'ils se sentent vivre, qu'ils se sentent reconnaître. Et lorsqu'ils sont aussi invités, bien sûr, au sommet France-Afrique en France. Bon. Donc, on doit toucher à la question des intérêts. Et là, les choses vont devenir beaucoup plus claires. Avant de s'intéresser aux modalités de la visite. Alors donc, parlons un peu des intérêts. La balance commerciale entre la France et le Cameroun est excédentaire en faveur de la France. Je recommence. Premier intérêt, la France gagne plus d'argent au Cameroun que le Cameroun ne gagne de l'argent en France. Écrivez ça. Donc, le premier intérêt est un intérêt économique.
le président de la République française vient visiter le Cameroun parce que le Cameroun rapporte plus d'argent à la France que la France ne rapporte d'argent au Cameroun. Donc, en fait, il vient visiter un pays avec lequel il a, en tant que chef de l'État, une relation économique avantageuse. Une relation économique inégale et avantageuse. Vous écrivez ça. Balance commerciale excédentaire. Et cela depuis l'indépendance, sur le papier du Cameroun en 1960. Il n'y a pas eu une seule année où il y a eu une tentative d'équilibrage de la balance commerciale entre la France et le Cameroun. La balance commerciale a toujours été excédentaire en faveur, elle a toujours été excédentaire en faveur de la France. Donc en fait, la relation économique franco-camerounaise fonctionne en perte pour le Cameroun et en gain pour la France. Restons toujours dans l'économie. Pourquoi cela est-il ainsi? Cela est ainsi parce que l'économie camerounaise n'est pas contrôlée, elle n'est pas pilotée politiquement par les Camerounais. Mais pourquoi l'économie camerounaise n'est-elle pas contrôlée et pilotée politiquement par les Camerounais? Parce que l'outil de pilotage politique de l'économie, c'est la monnaie. L'outil de pilotage politique de l'économie s'appelle la monnaie. Or, la monnaie du Cameroun, c'est la monnaie de la Banque de France, c'est le franc CFA. Franc des colonies françaises d'Afrique. C'est le ministre français de l'économie qui, à travers la Banque de France, pilote l'économie camerounaise. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, vous comprenez que c'est une relation a priori bloquée. Parce que, en fait, la coopération économique franco-camerounaise est contrôlée par la France à travers l'outil monétaire. Vous savez, pour stimuler le fonctionnement de l'économie, les pays qui possèdent eux-mêmes leur banque centrale utilisent un outil de pilotage monétaire qu'on appelle la création monétaire. Ils injectent de l'argent vide dans l'économie, permettant de donner des crédits aux entrepreneurs à taux d'intérêt bas pour que les entrepreneurs fassent des affaires. Et avec les affaires que font les entrepreneurs, ils produisent des richesses, lesquelles richesses permettent non seulement de rembourser les crédits avec un taux d'intérêt bas auprès de la banque centrale à travers les banques commerciales, mais aussi, bien sûr, d'investir dans de nouveaux domaines du marché. Voilà comment se crée la richesse. Or, dans la relation entre la France et le Cameroun, c'est la France qui décide quand et comment elle injecte des billets de francs CFA vides dans l'économie camerounaise. Et la France taxe le Cameroun pour les billets de francs CFA vides qu'elle fabrique à Chamalières et qu'elle introduit dans son économie. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un échange entre monnaie papier vide et richesse naturelle. Le Cameroun donne les richesses naturelles, la France fabrique des billets de banque vides. Le modèle mis en place par la Fédérale Réserve américaine pour exploiter le monde entier, à savoir l'utilisation abusive de la planche à billets de dollars. C'est ce modèle que la France utilise à travers le franc CFA pour exploiter une quinzaine de pays africains qui se trouvent être ses anciennes colonies, qui se trouvent être ses anciens territoires sous tutelle. Donc je voudrais que tout le monde comprenne, ce n'est pas compliqué. Monsieur Macron, président de la République française, vient au Cameroun parce que les relations économiques franco-camerounaises profitent prioritairement à la France. Et parce que ce sont des relations qui sont organisées de telle façon que ce soit la France qui gagne plus. Et qui gagne toujours plus. Et tout le temps plus. Et que ce soit toujours le Cameroun qui, dans cette relation, gagne moins. Et tout le temps moins. Et encore toujours moins. Écrivez ça. Donc, il vient simplement s'assurer que les intérêts économiques français sont maintenus, garantis et même qu'ils sont approfondis. Alors, maintenant, il y a un deuxième sujet. Il y a un deuxième sujet qui est nécessairement au cœur des intérêts de la République française. Parce que pour assurer
Emmanuel Macron, président de la République française, vient au Cameroun parce qu'il y a un deuxième centre d'intérêt pour imposer à des gens d'utiliser une monnaie vide que vous créez, du papier creux que vous créez, et de vous donner leur richesse en échange. Il faut les surveiller militairement. Je recommence. Pour imposer à des gens de vous donner leur richesse en échange du papier creux que vous fabriquez dans votre banque centrale et des produits finis que vous fabriquez avec leur matière naturelle que vous prenez presque gratuitement, vous devez les surveiller avec des armes au poing. Vous devez les contrôler sécuritairement et militairement. Dans le golfe de Guinée, mouillent régulièrement des navires de guerre français, surveillant le Cameroun, surveillant tous les pays du golfe de Guinée. Les navires de guerre français, les navires de guerre américains, les navires de guerre occidentaux braquent déjà les peuples du golfe de Guinée en s'imposant de force face aux côtes des peuples du golfe de Guinée et en voulant absolument forcer tous les États du golfe de Guinée à accepter l'implantation de bases militaires occidentales. J'espère que vous le savez. J'espère que vous savez que l'Afrique francophone est encerclée par 4 grands camps militaires stratégiques français. Le camp militaire français de Libreville, les forces françaises de Libreville, elles sont au sud du Cameroun, à une encablure de Yaoundé, à rien du tout, en vol d'avion de guerre de Yaoundé. Le camp des forces françaises de Djibouti, sur la corne de l'Afrique. Le camp des forces françaises de Dakar et le camp des forces françaises d'Abidjan. Toute l'Afrique francophone est encerclée militairement par les armées françaises. Écrivez ça. Écrivez ça. Je vous donne des informations concrètes. Celui qui n'est pas d'accord va taper tout de suite sur Google « Carte des forces militaires françaises en Afrique ». Et vous allez voir que l'Afrique est prise en tenaille dans un carré de camps militaires français, sans oublier les camps intermédiaires qui littéralement surveillent toute la zone des 14 pays du CFA, soit environ 12 à 13 000 militaires en armes sur le sol africain, surveillant l'Afrique francophone, à l'intérieur d'un carré, ou plutôt d'un immense rectangle qu'on peut appeler le pré-carré français. Monsieur Emmanuel Macron qui sait que pour assurer la domination économique, il faut assurer la domination militaire, Monsieur Emmanuel Macron vient au Cameroun vérifier que le dispositif tient encore bon. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un incident courant 2022, si je ne m'abuse, au mois d'avril. Le ministre camerounais de la Défense, Joseph Betty Assomo, s'est rendu en Russie. Ça ne vous a pas échappé. Il s'est rendu à Moscou, n'est-ce pas? Non, les bases françaises de Centrafrique, du Tchad, du Niger, celles qu'il y avait avant au Mali, au Burkina, tout ça c'est les bases intermédiaires. Les 4 principaux camps militaires français d'Afrique, je vous les ai donnés. Écoutez-moi bien. Les autres là même, c'est des micro-camps. Les 4 grands camps, c'est les forces françaises au Gabon, les forces françaises à Djibouti, les forces françaises au Sénégal, les forces françaises en Côte d'Ivoire. Tous les autres camps sont des micro-camps à l'intérieur du système. Et en réalité, 12 000 soldats français braquent les peuples africains. Après avoir, sous la bouche du général de Gaulle, prétendu que l'Afrique était indépendante, ils ne veulent pas rentrer dans les bases militaires françaises. Ils occupent militairement l'Afrique. Et vous comprenez pourquoi? Je conclurai par le programme de l'Afrique des libertés, dont je vous parle depuis 25 ans, et qui devient très clair pour vous, maintenant que vous comprenez ce qui se passe. Je reviens au Cameroun. Et j'ai besoin de mon Makossa ce matin, exactement comme j'ai besoin de ma 7x7, la 7 Energy Drink. Donc, je disais que je reviens au Cameroun. Monsieur Macron, président de la République française, va vérifier ce qui s'est passé entre le ministre de la Défense du Cameroun et
le ministre de la Défense de la Russie, Sergueï Shoigu, et globalement la Fédération de Russie. Courant 2022, lorsque le Cameroun a signé un accord de coopération militaire avec la Russie, prévoyant des exercices militaires entre les forces russes et les forces camerounaises, autorisant les navires militaires russes à venir eux aussi mouiller dans le golfe de Guinée et dans les eaux territoriales camerounaises, demandant à la Russie de fournir l'armée camerounaise en armement de guerre sophistiqué dernière génération et en munitions, prévoyant que des militaires camerounais aillent en Russie faire des exercices militaires conjoints avec l'armée russe. Monsieur Macron, président de la République française, responsable du dispositif de surveillance de l'Afrique francophone, vient à Yaoundé vérifier si vraiment cet accord militaire qui existe sur le papier est en train d'être appliqué. Et bien sûr, il vient formuler ses objections dans le cadre du duel qui oppose non seulement les grandes puissances occidentales au bloc de Shanghai, c'est-à-dire à la Russie et à la Chine, mais également dans le cadre de ce qu'il considère comme les prérogatives, la zone d'influence de la France. Il vient s'assurer des intentions réelles et il vient se demander si c'était simplement du bluff. Il vient questionner le système sécuritaire camerounais. Est-ce vrai qu'après le Centrafrique, qui a fait venir des soldats russes sur son terrain, après le Mali, qui a fait venir des soldats russes sur son terrain, est-ce vrai que vous aussi, Camerounais, vous allez faire venir sur votre terrain, sur votre territoire, l'armée russe? Voilà le deuxième sujet d'Emmanuel Macron, qui est pour lui une source d'angoisse énorme. Parce que partout où la Russie est présente, eh bien, la capacité d'intimidation, de coercition militaire de la France s'effondre. Et quand la capacité de coercition et d'intimidation monétaire de la France s'effondre, et militaire de la France s'effondre, les gouvernements ont le courage de prendre de nouvelles initiatives économiques. Je vous donne juste l'exemple de la République centrafricaine. Dès lors que Touadéra sait qu'il est soutenu par la Russie et la Chine, Touadéra a été capable de commencer la sortie du franc CFA. Tant que Touadéra savait qu'il n'avait pas la couverture et l'amitié d'une grande puissance capable de contrer la France, il ne pouvait pas parler du sujet monétaire. Je reviens au Cameroun. On vient vérifier si vraiment les Camerounais ont décidé de faire comme les Maliens, si vraiment les Camerounais ont décidé de faire comme les Centrafricains. C'est-à-dire, on vient vérifier s'il faut s'attendre à ce que les Camerounais sortent eux aussi du franc CFA. Que les Camerounais décident de coopérer de manière privilégiée, non plus avec la France, mais avec la Chine et avec la Russie. C'est pour cela que M. Macron vient. Maintenant, que vient-il chercher au Cameroun? Troisième raison. Je viens maintenant à la troisième raison. Que vient-il chercher au Cameroun? Quand vous contrôlez économiquement un pays, quand vous contrôlez sécuritairement, militairement un pays, il faut aussi le contrôler politiquement. C'est-à-dire, il faut s'assurer que les changements de leadership politique qui vont avoir lieu dans ce pays sont compatibles avec vos intérêts. Vous comprenez ça? Et c'est de ça que nous allons parler pour finir dans cette petite conversation. Troisième raison de la visite de M. Emmanuel Macron au Cameroun. Le Cameroun est entré depuis 2018 dans une phase de transition vers l'alternance, si ce n'est interne au régime, mais en tout cas l'alternance à la présidence de la République. Parce que, quelle que soit la manière dont on présente le problème, M. Paul Biya n'est plus capable d'exercer la fonction de chef de l'État. Il n'est plus capable d'exercer la fonction de président de la République. Il n'en est plus capable physiquement. Toutes les manifestations physiques présentées comme étant Paul Biya sont des manifestations d'un individu physiquement inconsistant. C'est-à-dire qui est atteint par la sénilité la plus sévère.
c'est un individu complètement porté à bout de bras. C'est un individu complètement grabataire qui est parfois présenté en pointillé comme étant M. Biya, quand il n'est pas tout simplement l'un ou l'autre de ses nombreux sosies. M. Macron sait que depuis 2018, au minimum, le Cameroun n'est plus présidé, même de facto, par M. Biya. Macron sait que le Cameroun est dirigé par les turiféraires, le clan Biya, qui tient en otage le palais présidentiel de la République du Cameroun, qui rédige les décrets, qui fabrique les soi-disant hautes instructions du chef de l'État. Emmanuel Macron a eu plusieurs occasions de vérifier qu'à la tête du Cameroun, il y a un conglomérat de voyous qui utilisent le nom Paul Biya pour garantir leurs intérêts. Pour garantir leurs intérêts de clan. Pour confisquer ad vitam aeternam le pouvoir dans ce pays. Emmanuel Macron, président de la République française, sait que le Cameroun est entré dans une crise successorale. Or, qui dit crise successorale, dit risque de remise en cause de la domination militaire. Qui dit crise successorale, dit risque de remise en cause de la domination monétaire et économique de la France sur le Cameroun. Il s'ensuit que Macron débarque, un peu comme il a débarqué en N'Djamena en avril 2021. Emmanuel Macron débarque au Cameroun pour arbitrer la crise successorale dans le précaré français du Cameroun. Écrivez ça. C'est pas difficile à comprendre, c'est ce qu'il vient faire. Car si vous avez compris que grâce à son excédent commercial, la France bénéficie du Cameroun, si vous avez compris que grâce à son dispositif militaire, la France contrôle militairement le Cameroun, si vous avez compris que pour que la domination économique et la domination militaire soient assurées, il faut contrôler l'élite politique du pays. Il faut s'assurer que ceux qui dirigent le pays vont maintenir et même agrandir les intérêts français. Inévitablement, le chef de l'État français vient en effet arbitrer la querelle entre les clans successoraux du régime. Alors, il faut d'ores et déjà que l'opposition camerounaise et son leader, le président élu de 2018, le professeur Maurice Kamto, ne se fassent aucune illusion sur ce troisième point. Je recommence. J'ai lu quelques déclarations de notre leader de l'opposition au Cameroun, le chef de notre résistance camerounaise aujourd'hui, le président Kamto, estimant que cette visite devrait être l'occasion pour le président français d'écouter également l'opposition. Moi, je me permets de lui dire qu'il ne sert même à rien d'imaginer que cela soit l'objectif de la présence de M. Macron. Pourquoi? Lors de toutes les visites précédentes des ministres de haut rang du régime Macron à Yaoundé, l'opposition camerounaise a été maltraitée. Lors des visites de M. Le Drian, l'opposition camerounaise a été maltraitée. Maurice Kamto, qui est, selon ne serait-ce que les statistiques trompées du régime RDPC, le deuxième homme le plus populaire du Cameroun. Selon eux-mêmes, leurs résultats de leurs soi-disant élections, ils disent que c'est lui, le deuxième homme politiquement le plus populaire du Cameroun. Il a été mis sur un petit banc et confondu à des opposaillons, à des positionnants, à des individuaillons insignifiants de la classe de la politicaillerie locale pour pouvoir lui montrer que la France n'était pas prête à considérer un leader de l'opposition ayant l'ambition de remettre en cause, de près ou de loin, sa suprématie économique, sa suprématie militaire. La France n'est pas prête à l'écouter. Alors, moi, je dis que les partisans de l'opposition, c'est-à-dire l'écrasante majorité du peuple camerounais, n'ont rien à espérer de M. Macron. Car la liberté des peuples ne s'octroie pas, elle s'arrache. Donc, il vient là, il va réunir les clans
les clans du régime Biya. Il va essayer de tester ce que c'est que l'homme qu'on appelle Paul Biya. Il vient lui-même, en fait, il vient en visite médicale. Il vient faire la visite médicale de l'individu qu'on présente comme étant Paul Biya. Macron vient évaluer son degré de santé mentale. Son degré de santé mentale. Parce que Biya n'est plus venu en France depuis la période même du Covid. Depuis sa dernière visite mouvementée en France, où la diaspora, les manifestants de la diaspora l'ont assailli à l'hôtel Meurice, Biya n'est plus revenu. Donc en fait, Macron n'a pas eu l'occasion de vérifier. Il n'a pas eu l'occasion de vérifier l'état de santé mentale et physique de Biya. Il vient vérifier cela pour trancher sur la question successorale, puisque de toute façon, Paul Biya n'a jamais été élu. Il a été imposé à la tête du Cameroun par un accord entre Ahidjo et les Français. Ahidjo n'a jamais été élu. Il a été imposé à la tête du Cameroun par les Français et par la guerre. Aucun président de facto de la République du Cameroun n'a été élu. Ce sont des mascarades électorales qui font l'histoire électorale de ce pays. Depuis le trucage qui a permis à Ahidjo d'être désigné Premier ministre du Cameroun. Trucage organisé par un bourrage des urnes par les administrateurs coloniaux français à Yaoundé. Jusqu'à ce qu'on a vu en 2018, il n'y a pas d'élection démocratique, transparente, équitable au Cameroun. Les dirigeants camerounais sont choisis par un double arrangement. Décision française, d'une part, et d'autre part, consensus entre les élites pro-françaises, dites du centre-sud Betty, et du nord Peul. Voilà l'équation que le colon français a imposée au peuple camerounais. Je sélectionnerai les dirigeants camerounais au sein de l'élite du nord Cameroun-Peul ou de l'élite du centre-sud Cameroun, Betty-Boulou. Et j'obligerai ces deux élites soumises à la volonté et à la domination française, eh bien, je les obligerai à s'entendre. Voilà le mécanisme. Voilà le mécanisme qui a été mis en place. Il ne faut pas de ce point de vue se faire d'illusions. C'est ce mécanisme qui a été mis en place. Donc, là, Emmanuel Macron vient, la première chose qu'il va faire, c'est évaluer l'état de sénilité, vérifier si Paul Biya est vivant, vérifier qui est l'individu qu'on appelle Paul Biya, et il vient avec ses conseillers pour regarder le vieillard qui leur sera présenté, et pour tester l'identité de ce vieillard, s'assurer que vraiment, ce serait quelqu'un d'encore consistant. Donc, attention, il va vérifier qu'on ne lui présente pas un sosie, qu'on n'est pas en train de lui présenter un double, parce que les intérêts français pourraient être menacés par une succession chaotique qui permettrait au peuple camerounais en lutte de faire effraction et de reprendre en main son destin. Emmanuel Macron vient vérifier que l'héritier du néocolonialisme français au Cameroun est fiable, qu'il est encore tenable, à pratiquement 90 ans. Il s'agit de s'assurer de cela. D'accord? Ok. Et ensuite, de trancher la question. Quel est le clan qui succède à Biya? Puisque Biya, de toutes les façons, c'est un fantôme. C'est quelqu'un qui est davantage du côté des morts que des vivants aujourd'hui. Il y a deux clans. Le clan de la succession monarchique en ligne héréditaire, qui se centre, on le voit ces derniers temps, autour de Franck Biya. Et puis le clan de la succession monarchique en ligne clanique, qui est constitué des barons du régime, mais non pas des membres directs de la famille de Paul Biya. Voilà les deux clans qui s'affrontent. Chacun de ces clans a ses alliances au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Et chacun de ces clans est représenté dans les corps de l'armée camerounaise. Et chacun de ces clans est en train de bander les muscles pour, en fait, une confrontation militaire, notamment dans Yaoundé, ayant pour but d'avoir l'avantage et de se proclamer héritier du trône. Je recommence. Globalement, on a deux clans, deux grands clans. Le clan de ceux qui pensent qu'on doit avoir une succession à la Bongo,
Ali Bongo remplace Omar Bongo. En Guinée équatoriale, on voit très bien Teodorino qui est préparé pour remplacer son père, Teodoro. Au Congo, Brazzaville, on voit bien Denis Christel Sassou qui est préparé pour succéder à son père, Denis Sassou Nguesso. Au Tchad, on a bien vu Mahamad Kaka Déby qui a succédé à son père, Idriss Déby. Au Togo, on a bien vu Faure Gnassingbé qui a succédé à son père, Étienne Gnassingbé et Adema. N'est-ce pas? Eh bien, il y a un premier bloc qui estime que c'est cela la solution parce que c'est la tradition de la France-Afrique. Imposer des monarchies déguisées en république. Et puis, il y a un deuxième bloc qui dit non. Si c'était cela, c'est le fils d'Aïdjo, Amadou Babatoura Aïdjo. C'est son fils qui devait lui succéder en 1982. Si c'était ça le principe de la République bananière du Cameroun. Or, Paul Biya, qui n'est pas de la famille, qui n'est pas de l'ethnie, qui n'est pas de la région d'Aïdjo, a succédé à Aïdjo à la tête de l'État en 1982. La jurisprudence, c'est donc qu'il faut choisir quelqu'un dans la famille politique, large et bien de Paul Biya, quelqu'un du RDPC, mais pas quelqu'un de la famille de Paul Biya. Donc il y a un deuxième bloc, il y a une crispation autour de l'idée d'une succession monarchique, mais une monarchie non héréditaire, une monarchie clanique. Voilà les deux formules. Emmanuel Macron vient arbitrer entre les deux clans. Est-ce qu'il faut soutenir la transmission héréditaire du pouvoir à Franck Biya? Quels sont les risques de cette hypothèse? Est-ce qu'il faut plutôt soutenir la transmission du pouvoir à un autre membre du RDPC, mais qui aurait l'avantage de rassembler davantage le pays, en tout cas l'élite politique du pays derrière lui? Voilà la question à laquelle le chef de l'État français vient répondre. Il vient mener une enquête sur place, sur les deux clans. Et il est suffisamment renseigné pour savoir que les deux clans ont déjà préparé des militaires qui vont s'affronter. Et que la capitale du Cameroun, Yaoundé, pourrait tomber en ruine. Parce que quand on voit les camps militaires qui sont sous l'influence des rivaux, une confrontation armée entre les barons du régime de M. Biya, une confrontation armée entre les blocs du régime de M. Biya, se traduira par un bain de sang dans la capitale. Car pour se tirer dessus, les armées loyales à chacun des deux clans, ces armées-là, seront obligées de détruire les quartiers civils. Les quartiers habités par nos frères et sœurs civils, dans la capitale Yaoundé. Emmanuel Macron vient essayer d'éviter une guerre successorale au Cameroun, parce que la guerre successorale serait de nature à mettre en difficulté les intérêts sécuritaires, les intérêts économiques et par définition les intérêts géopolitiques de la France à un moment où, vous le voyez très bien, la France est en recul en Centrafrique, elle est presque complètement sur le départ au Mali et elle est sous la pression des peuples africains qui ne veulent plus de sa domination néocoloniale. Mes chers amis, vous avez donc compris pourquoi il vient, n'est-ce pas? Vous avez compris pourquoi il vient. Maintenant, il suffit de répondre à comment répondre à, en quelque sorte, cette triple visée de la visite de M. Macron. Comment y répondre? En conclusion, en quelques mots, je voudrais le dire. Comment répondre à cette triple intention? Très bien.
Vous connaissez désormais les 3 raisons pour lesquelles M. Macron vient au Cameroun. 1. S'assurer du maintien de la suprématie économique française. 2. S'assurer du maintien de la suprématie militaire française. 3. S'assurer du maintien d'une élite politique camerounaise soumise à la France, vassale de la France. C'est les 3 objectifs. Donc, si on veut contrer Emmanuel Macron, il faut lutter contre la suprématie économique de la France au Cameroun. Si le peuple camerounais veut bénéficier de ses richesses, il doit tout faire pour briser les monopoles de la France sur l'économie camerounaise. Alors, comment le faire? Mais en privilégiant les entreprises camerounaises, en privilégiant les produits camerounais. J'en appelle au patriotisme économique camerounais pour que le peuple camerounais puisse vivre de ses richesses. Quand vous allez acheter quelque chose sur le marché, achetez prioritairement camerounais. Parce que même en France, là, dont je suis citoyen adoptif, c'est ce que nous recommande le ministre de l'économie. Il dit que pour renforcer l'économie française, il faut consommer français. Donc, première recommandation, et ça concerne le peuple camerounais. Il nous faut changer d'habitude, les habitudes économiques au Cameroun. Il faut déjà changer les habitudes économiques. Il faut consommer et produire pour cela autant que possible au Cameroun. Il y a un impératif absolu. Il faut tout faire pour produire et consommer ce que nous produisons au Cameroun. Si nous mangeons de la tomate au Cameroun, il faut que ce soit la tomate que nous avons cultivée au Cameroun. Si nous buvons du café au Cameroun, il faut que ce soit le café que nous cultivons au Cameroun. Si nous mangeons du poulet au Cameroun, il faut que ce soit le poulet que nous élevons au Cameroun. Si nous voulons rouler avec des vélos au Cameroun, il faut que ce soit des vélos que nous fabriquons au Cameroun. Les motos avec lesquelles nous voulons rouler au Cameroun, il faut que nous fabriquions les motos au Cameroun. Les voitures que nous voulons utiliser au Cameroun, il faut que nous commencions à fabriquer les voitures camerounaises. Produire et consommer camerounais. Voilà la révolution économique que tout le continent peut prendre. Produire et consommer camerounais et africains. S'il y a une production qui n'est pas encore développée chez nous, au lieu d'acheter les productions occidentales, il faut regarder les pays africains qui nous entourent et passer des accords économiques avec un pays africain qui a un avantage comparatif et plutôt acheter chez lui. Voilà la première réponse à la domination économique française. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter ce matin? Je suis précis, hein? J'ai pris ma Double 7 Energy Drink et puis j'écoute mon Makossa et puis je vous dis la vérité. Il ne suffit pas de faire des manifestations. Oui, contre Macron. Non, non, non. Il faut consommer camerounais. Il faut consommer camerounais. Donc, quand vous sortez avec votre argent, en attendant que le Cameroun ait sa propre monnaie, quand vous sortez avec votre argent, achetez d'abord les marchandises qui sont produites par les Camerounais au Cameroun. Aujourd'hui, Ninor Melonguer, Wasengi Boam, achetez d'abord les marchandises produites par des Camerounais au Cameroun. C'est le premier réflexe que vous devez avoir. Vous voyez, vous cherchez une marchandise, vous cherchez du savon. Cherchez le savon que les Camerounais produisent. Vous cherchez de l'huile. Cherchez l'huile que les Camerounais produisent. Achetez camerounais. Enrichissons le Cameroun avec la richesse du Cameroun. Ça, c'est ma première recommandation pour briser la domination économique française. Deuxième recommandation, il faut multiplier des réseaux d'échanges économiques indépendants du CFA. Donc, il faut multiplier des réseaux de crypto-monnaies. Il faut multiplier des échanges économiques directs à l'intérieur du système économique camerounais. Il faut prendre l'habitude parfois d'échanger directement des marchandises avec quelqu'un qui est intéressé par ce que vous avez. Je prends juste un exemple. Je possède 2 voitures. Je veux vendre une deuxième voiture. Je veux la vendre à 2 millions. Il y a quelqu'un qui possède un terrain sur la route d'Edea. Il veut vendre ça. Il veut vendre ça à 2 millions. Ce n'est pas compliqué.
Je vérifie qu'il a le titre foncier du terrain. Il vérifie que j'ai bien les papiers de la voiture. Je viens avec la voiture, je lui donne. Il vient avec le titre foncier du terrain et le certificat de cession, il me donne. C'est fini. J'ai le terrain, il a le titre. J'ai le terrain, il a le titre foncier. J'ai le terrain, il a le certificat de propriété du véhicule, n'est-ce pas? Il a la voiture. Il faut créer et multiplier des réseaux d'échanges économiques directs à l'intérieur du système, c'est-à-dire sans passer par les banques. Parce que c'est quand vous passez par les banques que Paris empoche les taux d'intérêt. Au-dedans, il y a mes fans, ça s'appelle la résistance financière. Il faut multiplier les échanges directs. Vous comprenez? Et c'est grâce à cela que le Mali a survécu à l'embargo. Je vous parle du Mali. Le Mali qui a subi 7 mois. On a arraché tout son argent, bloqué tout son argent. Le Mali s'en est sorti grâce à ça. Les acteurs économiques maliens ne perdent pas le temps avec les banques. Ils font leurs affaires directes. Direct. Il ne vient pas à la banque pour te payer. Non. Et s'il n'a pas de liquidité sur lui, il peut te dire les biens qu'il possède. Tu lui dis lequel des biens t'intéresse. Et puis vous évaluez la quantité de ce bien qui correspond au service que tu veux. Tu viens, il te donne. Vous vous êtes entendu. Vous vous êtes entendu, vous avez fait les affaires. Je possède ici 1 ou 2 ordinateurs, dont un dont je veux me débarrasser. J'ai les papiers de cet ordinateur, ses performances, je peux les montrer. Une personne peut venir vérifier que l'ordinateur marche bien, etc. Mais il y a quelqu'un là-bas qui possède une machine à écraser de l'arachide, qui pourrait être comparée à mon ordinateur. Mais nous nous rencontrons, je lui donne l'ordinateur, il me donne la machine à écraser l'arachide. Chacun va chez lui. Voilà comment on résiste à la domination économique étrangère qui passe par le contrôle bancaire. Maintenant, on passe au deuxième point, la question sécuritaire. Comment on va résister à la domination militaire française? C'est très simple. Il faut encourager le gouvernement camerounais, même si on n'est pas d'accord avec lui, dans sa décision de diversifier les partenaires. Il faut l'encourager en lui disant oui, il faut aller chercher des accords militaires de défense avec la Russie et la Chine, pas seulement avec la France, et il faut multiplier des signes que des partenaires non colonialistes, non méprisants envers le peuple camerounais sont les bienvenus au Cameroun. Ça, il faut le leur dire. Et il faut les encourager en ce sens. Ça serait une erreur de la part de l'opposition, par exemple, de critiquer les accords militaires avec la Russie. C'est une erreur fatale. Il faut que le Cameroun multiplie les accords militaires avec plusieurs partenaires. Parce que dans le multilatéralisme géopolitique, il y a une chance pour notre liberté, à tous. Alors que dans l'unilatéralisme géopolitique, c'est la domination, c'est la soumission. Donc, il ne faut pas considérer comme une menace contre le Cameroun le fait que le système de défense s'appuie sur plusieurs partenaires, pas seulement sur la France, les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Il faut encourager le développement du partenariat stratégique russo-camerounais, sino-camerounais, indo-camerounais, brésilo-camerounais, etc. Il faut encourager cela, et notamment aussi le partenariat stratégique avec les pays voisins avec lesquels le système de défense camerounais se sentirait compatible. Il faut encourager cela. Enfin, je viens au troisième point, la succession. Mais qui va empêcher la succession? Le président Maurice Kamto, président élu du Cameroun, chef de la résistance, a énoncé depuis très longtemps la clé de la lutte contre le gré à gré. C'est la mobilisation du peuple camerounais. Si le peuple camerounais n'est pas prêt à sortir par millions, je dis bien par millions, dans les rues du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, pour exiger la réforme du système électoral, la mise à plat du système politique et la mise à plat des mécanismes de dévolution du pouvoir par le peuple. Il ne faut pas vous inquiéter. Ce qui va se passer, c'est exactement ce que nous ne voulons pas. Si nous n'avons pas des mobilisations populaires pour une alternance démocratique, parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça pour le moment au Cameroun. Moi, je suis pour l'alternance matocratique. Matocratique. Mais si on ne veut même pas que le peuple camerounais choisisse ses dirigeants, la solution, c'est effectivement de ne pas sortir manifester. On peut continuer à rester à la maison.
on peut continuer à considérer que c'est le problème des opposants. C'est à eux de voir comment résoudre cela. Alors, il va y avoir à ce moment-là une succession de gré à gré, sans problème, à la tête du pays. Qu'est-ce qui bloque la succession? Qu'est-ce qui, en réalité, aujourd'hui, favorise cette succession de gré à gré? C'est la montée en puissance du tribalisme. Le tribalisme est devenu naturel dans l'opinion camerounaise. Voici un pays qui est l'un des plus diversifiés d'un point de vue ethnique au Cameroun, mais où on élève les enfants en leur faisant croire que, a priori, la solution à leurs problèmes politiques, c'est de neutraliser tout ressortissant d'une ethnie autre que la leur qui accéderait au pouvoir. On leur fait croire que, a priori, c'est ça. Oui, allô? Excusez-moi. Oui, bonjour. Oui, oui, dites-lui que j'arrive. Merci, merci beaucoup. Donc, excusez-moi, ce tribalisme d'État, ce tribalisme populaire, est-ce pourquoi les gens ne veulent pas manifester? Parce que bon, on les élève au petit lait de la division, qui consiste à penser qu'ils ne doivent manifester que quand c'est quelqu'un de leur tribu qui est supposé prendre le pouvoir à la place de Paul Biya. Mais si c'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas la peine. Le Cameroun est bloqué à cause de cette petite idée qu'on a incrustée depuis le temps des colonies jusqu'à ce temps, eh bien, dans le crâne de la plupart de mes frères et sœurs. On va manifester pourquoi? Pour que Kamto prenne le pouvoir. Est-ce qu'on peut laisser que les Bami dirigent le pays là? Ah non, dis donc. Mieux vaut Paul Biya meurt même dessus et puis quelqu'un d'autre prenne. Voilà les imbécilités que les Camerounais disent naturellement. Oui, oui, oui. Voilà les imbécilités que les Camerounais disent naturellement. Ils disent ça naturellement. Ils disent ça, ça ne les empêche pas de dormir. Vous comprenez? Voilà. Avant, c'était... Non mais attends, de toutes les façons, le pouvoir dans ce pays, si ce n'est pas un nordiste, rien n'est possible. Les partisans d'Ahidjo pensaient comme ça. Après, Ahidjo, c'est un nordiste. Voilà. Les partisans de Biya, ils pensent comme ça. Et dans l'opposition, il y a des gens qui pensent aussi qu'ils seront rassurés uniquement quand c'est quelqu'un de leur ethnie qui sera président. Voilà comment le pays là est bloqué. Et voilà comment la succession de gré à gré, Emmanuel Macron vient l'organiser devant les Camerounais. La visite de juillet équivaut exactement à la visite d'avril. Avril 2021 en Djamena. C'est la même visite. Il vient s'assurer de la continuité des intérêts français par la continuité d'une élite politique soumise à la France à la tête de l'État du Cameroun. Si on ne sort pas du tribalisme mental, ontologique, congénital, qui paralyse ce pays, si on ne s'élève pas au-dessus de ces enseignements faux qui nous amènent à nous méfier les uns des autres, à nous diviser les uns contre les autres, et qu'on regarde l'intérêt du pays, on sortira par millions pour exiger la réforme du système électoral, pour exiger la mise à plat des institutions camerounaises, pour exiger une vraie transition vers un système authentiquement légitime et légal. C'est tout ce que j'avais à dire. Mes chers amis, fin de ma conversation matinale. Tout le monde sait pourquoi Macron vient au Cameroun et tout le monde sait comment nous pouvons faire pour lutter contre cela. Tout le monde sait pourquoi Macron vient au Cameroun et tout le monde sait comment nous pouvons faire pour lutter contre cela. Je vous remercie. Excellente journée à Douala, à Yaoundé. Excellente journée à Garoua, à Maroua, à Ngaoundéré, à Bafoussam, à Bamenda, à Bouya. Excellente journée à Bertois, à Ebolova. Excellente journée chez moi, à Yabas. Je vous salue de Bamako, au Mali. Merci, mes chers amis, de partager cette émission matinale. Et surtout, n'oubliez pas, Double 7 Energy Drink. Merci.